Ça marche. Bon, on va commencer. On n'est pas très nombreux par rapport aux 38 membres du club. Je pense que ce sont les intempéries qui ont dû en arrêter certains. Par contre, il y en a d'autres qui se sont excusés et il y en a d'autres qui bossent. Alors, heureusement. Heureusement. Il y en a qui sont en mer, il y en a qui sont un peu partout. Et Terry devait être avec nous et vient d'avoir son fils, qu'il a peut-être pas vu depuis 2 ans, qui vient d'arriver, donc il lui arrive ce soir. On va tous d'abord, mais... Oui. On est un club, hein, on fait un peu une grande famille. C'est la 2e conférence du cycle des conférences qu'on a mis en route. Ce sera sur le thème des kiddies américains. Hein, je ne vais pas dévoiler la conférence de Michael. Sachez qu'ensuite, on continuera dans 2 mois par une autre conférence dont on vous parlera, et au mois de septembre, ce sera une conférence sur l'eau de mer. Voilà, donc le cycle des conférences est bien entamé. Pour ne rien vous cacher, ça représente beaucoup de travail, mais je pense qu'on en tirera un grand profit. Alors, je vais passer la parole à Michael et le remercier aussi pour le travail qu'il a fait. Voilà. Ok, donc pour la 2e fois de l'année, on va parler donc on va faire une petite conférence sur les kiddies annuels sud-américains. Donc pour parler brièvement, en fait, les kiddies, c'est une famille bien particulière de poissons hein, qu'on va retrouver. Donc on va retrouver pratiquement dans le monde entier, à part les pôles et l'Australie. Donc ce sont des espèces qui sont vraiment adaptées à leur milieu, puisqu'on va en retrouver un peu partout, dans les rivières, les ruisseaux, les mares, un peu partout, dans des endroits très atypiques, puisque on peut en trouver dans des rivières très salées, très chaudes. J'ai eu l'opportunité d'aller à Djibouti il y a quelques années, et j'ai pu en pêcher dans une eau où j'aurais même pas à mettre mes pieds, tellement qu'il faisait chaud. Donc pour vous dire que ce sont des poissons qui s'adaptent à des milieux vraiment très difficiles. Donc voilà, on en retrouve également dans des endroits un peu particuliers, puisqu'on peut en trouver dans des mares des traces d'éléphants. Qui va faire 1 litre, on peut trouver 10 petits poissons dedans. Voilà. Donc voilà, après, c'est des poissons de petite taille en règle générale, très colorés. En particulier chez les mâles, donc c'est des poissons très colorés. Donc du coup, voilà. Donc, par contre, aujourd'hui, on va surtout parler, parce qu'on peut parler très longtemps des kiddies, mais il y a à peu près 800 espèces de kiddies, donc on ne peut pas en parler totalement. Aujourd'hui, on va surtout parler des annuels. Donc la particularité des annuels américains, bon, bien évidemment, ça se trouve en Amérique, mais il faut savoir qu'ils ont des cycles périodiques bien particuliers, puisque on va les retrouver dans leur milieu naturel qu'une période de l'année. Par exemple, 6 mois pour certaines espèces, car leur endroit va s'assécher totalement. Pas parce qu'il va faire très chaud, hein. Il y a des endroits où ils vivent où il ne fait pas si chaud que ça, dans les mêmes milieux qu'ici. Par contre, il ne va pas y avoir de pluie, donc du coup ça va s'assécher et le poisson ne pourra pas survivre. Donc la particularité de ce poisson-là, pour s'adapter et pouvoir vivre vraiment très longtemps, il va pondre des œufs donc dans la mare, cette mare va s'assécher, il n'y aura plus d'eau, donc il va au bout de quelques mois, ça va dépendre des endroits, mais 2 jusqu'à 6 mois, il va repleuvoir et les œufs vont éclore et le cycle va recommencer. Donc voilà. Donc là on va parler, alors je ne voulais pas parler vraiment de genres bien particuliers, je voulais parler un peu de tous les genres. Donc là on va montrer un peu des photos de poissons, de genre, un poisson par genre en fait. Donc après, voilà, donc ça c'est Aphiorhebia, donc c'est un poisson qui fait à peu près 8-9 cm, où les mâles sont très colorés, là on voit 2 mâles. Donc voilà, donc ça c'est plus ça. Alors, dans les américains, il y a 2 types aussi, il y a les annuels et il y a les non annuels. Donc ça c'est un non annuel, c'est-à-dire qu'il est capable de pondre des œufs dans de l'eau, forcément, et les œufs ne font pas besoin de s'assécher pour pouvoir éclore. On peut les faire éclore aussi dans un aquarium par exemple. Voilà, un peu comme les scanners, on va dire. Voilà. Donc Ostrofundulus, donc ça c'est un gros kiwi qui vit plus dans la partie
de l'Argentine dans des endroits plus froids. Voilà. Donc voilà, Oscolebias, donc là c'est vraiment un animal typique qu'on connaît, ça fait un des tout premiers poissons qu'on a pu maintenir en Europe et en Amérique, parce que c'est vraiment le kili américain vraiment typique, quoi. C'est celui qu'on voit souvent, bah là c'est le nôtre, hein. Oscolebias, pareil, hein. C'est 10 poissons qui font quoi 5-6 cm, on va dire en moyenne. Ça c'est des mâles, les femelles sont vraiment, il n'y a aucune couleur, c'est gris, c'est marron, mais aucun intérêt, quoi. Donc Cynodontis, donc ça c'est une autre variété qui est... je peux passer. Donc, ça c'est une erreur. Bon, on peut passer. Voilà. Donc, Cypolebias, donc alors ça a changé il y a quelques années, on retrouvait 4-5 genres, et donc il faut savoir qu'il y a des... maintenant, on va dire que les Brésiliens sont vraiment passionnés par leur nature, et il y a des grands spécialistes brésiliens, et ils découvrent énormément d'espèces, il y a encore beaucoup d'espèces qui n'ont pas été découvertes, donc ils en découvrent beaucoup, et ils ont tellement découvert d'espèces les dernières années qu'ils ont été obligés de resserrer les rangs, on va dire, dans les genres, et ils ont changé les genres, en fait. Donc, Hypolebias, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans que c'était créé comme genre, quoi. Voilà. Ensuite, Ixolebias, c'est donc un autre poisson. Ixolebias, on connaît Ixolebias. Donc c'est des petits poissons. Ixolebias aussi. Donc ça, c'est vraiment typique annuel. C'est-à-dire qu'ils sont là pendant 6 mois de l'année, c'est sec, et on les retrouve un an après. Voilà, Leptolebias. Pareil, ça, c'est beaucoup plus petit, hein, c'est un tout petit qui. Mais quand tu dis, excuse-moi, mais oui. quand tu dis c'est des anneaux, ça veut dire qu'ils ne vivent qu'un an. Ah, ils vont vivre une saison. Ça veut dire, si la saison dure 6 mois, ils vivront 6 mois. En aquarium, par exemple, ils vont vivre un peu plus longtemps, parce qu'il n'y aura pas cet effet d'assèchement. Par contre, leur métabolisme est fait pour ne pas vivre longtemps, donc on va les conserver peut-être 10 mois, 12 mois, 14 mois pour certaines espèces. Mais ils ne vont pas vivre très vite. Donc voilà. Donc oui, ça s'appelle des gros poissons. Hein. Généralement, c'est ce qu'on trouve dans le sud de l'Amérique, donc en Argentine. Donc des micro-moémiens, donc c'est pareil, c'est des variétés qui ont été, c'est nouveau nom, hein. Voilà, moéma. Donc c'est des gros poissons ça. L'Ophidius, donc c'est assez agressif, hein, faut pas les mettre avec des guppies ou des poissons assez petits, assez colorés, parce qu'ils peuvent vraiment les manger, hein, c'est assez agressif. Je vais mettre les gaz, donc un petit poisson aussi. Hein. Je vais mettre les gaz encore. Donc ça c'est une espèce qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. Ophtalmomélébia, donc ça c'est une variété qui est assez rare. On pense qu'il n'y en a plus dans la nature. Voilà. Il faut le dire aussi, c'est qu'il y a certaines espèces qu'on va retrouver que dans une mare, dans un endroit bien précis. Donc c'est pour ça que c'est important de collecter ces œufs et ces espèces pour pouvoir les conserver. Parce que je suis persuadé, même il y a plein d'autres personnes qui sont persuadées que certaines espèces n'ont pas encore été découvertes, elles sont déjà mortes. Imaginons qu'un poisson, le Paphiolabias, par exemple, celui-ci, on va dire n'importe quoi, mais il y a une mare près d'un centre commercial à Sao Paulo. Personne n'a été voir qu'est-ce qui se passait dans la mare. Un grand centre commercial va arriver, va s'implanter, va mettre son magasin, c'est fini. On ne verra plus jamais l'espèce, on ne la connaîtra plus. Et c'est vraiment important de les collecter. Voilà. Donc les pitunias, c'est pareil, ça c'est des petits poissons. Piezolebias, donc ça c'est des poissons qui ont été découverts il y a vraiment pas très longtemps, donc c'est vraiment tout petit. Donc là, Piezolebias, j'en finis, c'est un autre un peu plus grand. Donc là, on va se tarder un petit peu plus longtemps sur celle-ci. Ah ouais. Donc Piezolebias longipinis, donc l'autre, celle-ci. Donc ce que je voulais montrer aussi, donc Piezolebias longipinis, ok, ça c'est le genre espèce, F1, donc première génération qui est née en captivité. Cuaba, il a été pêché à Cuaba, dans la ville de Cuaba, et BIF VR11, donc ça, il a été pêché au Brésil le 3/11 2011. Voilà, c'est comme ça se passe, parce que les gens qui vont pêcher ces poissons-là vont prendre un GPS, vont vraiment le noter exactement où ils vont pêcher, parce que cette variété-là, cette couleur-là ou cette espèce-là sera peut-être différent du même le Pterolebias longipinis il y a 100 km de là, en fait, le raisonnement, c'est le raisonnement des kili, hein, des kiliphiles, c'est un raisonnement comme ça. Hein. Ils se disent si un jour il doit disparaître, cette espèce-là, et si on doit un jour la réintroduire, on essaiera de réintroduire la même espèce qu'on a pêchée là il y a quelques années. C'est pour ça qu'il y a un suivi important de ces espèces. Voilà. Donc un autre Pterolebias, on voit ces deux mâles qui paradent. Hein. Voilà.
Rachopia, une autre variété encore de poisson. Là vous voyez, hein, Rachopia splendens, et ils ont mis aussi. Donc Parallelus, donc une espèce qui est quand même très récente, il y a peut-être 2 ans, 3 ans qu'elle a été découverte. Donc Symphonidictis, c'est un tout petit, ça, il n'est pas très très grand. Mais c'est des voraces, hein. Ils sont capables de manger n'importe quoi, ils sont capables de manger des trucs presque aussi gros que d'ailleurs. Donc Triconect, c'est un petit peu plus grand. Symphonidictis, donc voilà. Et Rivulus, donc Rivulus, là c'est pareil, on en trouve vraiment partout dans les régions, on en trouve aussi en Caraïbes. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés sur les Rivulus. Donc là c'est un poisson qui est plutôt, qui n'est pas du tout annuel, hein, il va pondre régulièrement dans l'eau. La particularité de ce poisson c'est que quand on va pêcher, on ne pêche pas dans l'eau, on pêche sur les mares à côté. Parce que lui il va avoir, il est malin, il se dit si on va, normalement quand on va chercher un poisson, on va le chercher dans l'eau. Et lui, dès qu'il y a quelqu'un qui va aller dans l'eau, un prédateur, un héron ou même un humain, il va sauter de la mare, il va se mettre sur les berges, il va attendre qu'il n'y ait plus de danger, il va replonger. Voilà. C'est la Rivulus. C'est pour ça que pendant des années on ne trouvait pas beaucoup d'espèces de Rivulus, et qu'on a compris le principe de comment pêcher le Rivulus, là c'est plus rapide. Voilà. Donc Spectrolebias, donc c'est des gros poissons très jolis, assez, c'est comment dire, très virulents, c'est tout le temps en train de parader. En fait, il faut savoir que comme ils vivent pas très longtemps, il faut absolument qu'ils aillent se reproduire. Donc pour eux, c'est manger, reproduction, c'est vraiment important. Et du coup, c'est vraiment très très actif. C'est pas des, c'est des gros poissons. Quoi. Xenurolebias, voilà. C'est un petit poisson. Donc Tyrannotos, donc ça vient de Venezuela, si je ne me trompe pas. C'est un poisson qui est un peu atypique parce qu'il est complètement différent. On retrouve que lui dans le genre. Donc voilà. En fait, cette petite conférence découle parce que j'étais visiter ce monsieur-là, Didier Pilet, qui est un kiliphile quand même assez chevronné, qui est connu en France et voire à l'international. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter son petit élevage. Et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur ça. Hein. Et donc je voulais lui rendre un peu hommage parce que c'est quand même une personnalité en France dans les poissons quand même, il faut l'avouer. Et voilà. Alors c'est un monsieur qui va tous les ans pêcher ses poissons. Il en a découvert beaucoup. Il y a la plupart des poissons que je vous ai montrés, il y a 3-4 espèces, c'est lui qui les a découverts. Ou c'est lui qui les a amenés en élevage. Donc voilà. Donc là on voit dans sa petite pièce d'élevage, il n'a pas énormément de choses, hein. Il a 2 batteries très très simples. Et quand on voit sa liste, elle est énorme, il y a peut-être bien une quarantaine de poissons. Il arrive vraiment à bien gérer son petit élevage parce que, en fait, tous ces poissons, on va dire, comment dire ça, il va faire tourner ses bacs en fin de compte. Et il va récupérer les œufs de tous ces poissons, il va les mettre dans un frigo. Et dans ces frigos, il y a toutes ces espèces. Et en règle générale, dans ces batteries, il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine d'espèces, même pas. Alors qu'il en a normalement une quarantaine. Donc voilà, donc on voit quelques bacs de reproducteurs. Là c'est pareil, il fait des bacs de grossissement aussi en bas. Là on voit tous les petits sont mis dans les petits pots. Quand on ouvre les capots, il a mis des petits pots parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand il allait éclore ces poissons, ils se retrouvaient avec beaucoup de mal. Et il s'est rendu compte avec un ami américain que lui il a fait l'expérience, quand il mettait juste 2 œufs et donc 2 petits, il y avait forcément un mâle et une femelle. Donc du coup maintenant il a plein de petits pots partout pour avoir mâle et femelle. Donc voilà. Après là il est en train de faire des tests. Là il a fait tous ces œufs, je lui demandais pourquoi il a fait ces œufs, il dit c'est parce que là, tu vois, là c'est pH 5, pH 5,5, pH 6, pH 6,5 et ainsi de suite. C'est pour pouvoir vraiment varier suivant les espèces. Voilà. Après il faut savoir aussi que les kilis c'est quand même des poissons qui s'adaptent à tout. Et à n'importe quel type d'eau, il ne faut pas se prendre la tête. Là, il ne chauffe pas, hein. L'eau, là, c'est à quoi 20-22 degrés, ils sont bêtes pour rien à chauffer. Là, c'est pareil, hein, c'est des petites bacs Là, il y avait beaucoup d'alevins, donc il les fait grossir dans ces bacs-là. Et là, on voit une petite population de poissons qu'il avait. Alors, ça, c'est une espèce dont j'ai pris. Il va sûrement porter son nom, je ne sais plus quel nom ça va avoir, mais elle est Pilet, parce que c'est une espèce qu'il a découvert. Voilà. Et il a aussi tissé beaucoup de liens avec des passionnés de kili dans d'autres pays, en Bolivie et au Brésil. Et ce sont des gens qui vont collecter beaucoup d'œufs. Par contre, ce n'est pas des bons éleveurs. Donc du coup, ils vont lui envoyer les œufs pour qu'il puisse les reproduire, les élever. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'espèces. Et donc voilà. Autre particularité des kilis, c'est qu'on peut récupérer
récupérer les œufs et les mettre dans des endroits secs, hein, parce qu'il a fait des expériences, il fait beaucoup d'expériences, et il s'est rendu compte qu'à 4 degrés, les œufs, il les maintenait vachement longtemps. Donc il a son petit frigo, 4 degrés, il met tous ses œufs dedans. Et ce qui est intéressant avec le Kili, depuis surtout qu'Internet existe, c'est que maintenant on peut se les échanger plus facilement. Il y a des sites qui existent où ils vendent aux enchères les œufs. Et je vois Didier Pilaire, il en a vendu en Chine, au Japon, en Russie, il en a vraiment vendu partout, quoi. Et il les envoie par poste et il les reçoit. Après, pareil, hein, ses amis donc, brésiliens ou boliviens, quand ils trouvent une espèce, ils font vite faire des œufs aux poissons et ils les expédient donc des sacs comme en bas. Alors celui-là, le sac qui est là, il vient directement de Bolivie. Il attendait que les œufs puissent se développer pour pouvoir faire éclore. Donc là, bon, c'est quand même un monsieur assez généreux puisqu'il m'a donné des œufs pour le club. Donc, après on verra, j'ai emmené des œufs qui sont en train d'incuber, on viendra avec un microscope, on voit les œufs l'embryonnage. Donc là il m'a donné, tout à l'heure je vous parlais du poisson qu'on logiquement on ne trouve plus dans la nature. Donc il nous a donné 30 œufs que j'ai incubés. Donc voilà. Et là il me donnait des œufs, donc en fin de compte il a ses petits sacs, il les court, il sait que dans tant de grammes il y a tant d'œufs. Donc du coup il divise sa souche en deux, et il sait combien de grammes il me donne de terre, donc logiquement combien de... Les œufs sont mis en sac une fois embryonnés ou avant? Alors, avant tout de suite dès qu'ils sont pondus. En fait ce qu'il fait c'est que... Il y a un instant où c'est pondu, il peut les mettre en sac. Il met en sac, ouais, tout de suite. Tout de suite, mais des fois il peut laisser 1 ou 2 mois les poissons pondre dans un endroit, et après il va les sortir. En fait il faut savoir que ça fait une diapose, donc du coup ils sont obligés d'être asséchés pour pouvoir déclencher la reproduction. Donc tant que tu les laisses dans l'eau, ils vont pas embryonner en fait. Donc il faut les sortir, tu les sors, ils vont s'assécher, et c'est une fois que tu vont être plus ou moins humides qu'ils vont commencer à s'embryonner. Pour la fécondation. Bah, c'est comme tout poisson, ça veut dire que, on va en parler après, mais c'est une fécondation classique en fin de compte. Après ils vont pondre dans un support, il y a différents types de supports, il y a différentes façons de les faire reproduire. Voilà. Mais après, attends, revenons à ta question. Par contre, c'est pas tout à fait vrai ce que je disais, parce que ils ont déjà fait des expériences d'œufs qu'ils ont laissé dans l'eau, et ça a quand même embryonné, mais ça a mis vachement longtemps. Ouais, parce qu'un œuf il est transportable dès l'instant où il est embryonné. Ouais, mais même, bah, je pense qu'ils sont tous faits. En fait, là, dans ces œufs-là, il faut embryonner et fécond. Ils sont tous féconds au départ, et c'est au bout d'un moment, on fait ça à la diapose. La diapose, c'est que l'œuf il bouge pas. Et au bout d'un moment, il commence à s'embryonner. Donc des fois, ça peut durer au bout d'un mois, et hop, il va commencer à s'embryonner. Il est fécondé, mais l'œuf ne bouge pas. Il n'y a pas de division cellulaire dans l'œuf. Et ça va juste se diviser à partir d'1, 2, 3, 4 mois suivant l'espèce. Oui, c'est dans la nature, ils pondent, mais ils pondent bien avant que la saison soit sèche. Ah oui, complètement. Ouais. Ils vont pas Les œufs vont quand même être dans l'eau, pas dans la tourbe, je sais. Enfin, ce qui se passe, c'est que, ouais, voilà, mais en fait, ils pondent tous. Bon, on va dire que ça va durer 6 mois. Ils vont mettre 3 mois à grossir, il reste 3 mois de reproduction. Donc ils vont pondre pendant ces 3 mois, les œufs vont rester en stand-by pendant ces 3 mois là dans la terre, tout va s'assécher. Là, je ne sais pas vraiment de quel processus, mais ils vont commencer à s'embryonner, et dès qu'il va pleuvoir, hop, ils vont commencer à éclore. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que la nature est quand même bien faite, parce que tous les œufs ne vont pas éclore. Il va y avoir une première pluie, c'est possible que dans cette région-là, ils ne peuvent plus pendant plusieurs mois, donc du coup, il n'y aura plus d'eau. S'ils éclosaient tous en même temps, il y aurait énormément de pertes. Donc du coup, il va y avoir différentes éclosions dans l'année. Donc ce qui veut dire que sur une pompe, tu peux avoir différentes éclosions à différents délais. Sur une pompe, tu auras forcément différents... Bah, en fait, tu auras à peu près, il m'avait expliqué, à peu près quoi, 70% qui vont éclore la première mise en eau. Après, il faut les œufs assécher, et il y aura 20% des 30 derniers œufs qui vont éclore, et de moins en moins. Voilà comment ça se passe. Mais par contre, je pense que, par exemple, on va dire qu'un œuf est pondu le 1er juillet, le dernier le 31 août, c'est-à-dire 2 mois, on va les sortir de l'eau, on va les sécher, 4 mois après, on va les mettre dans l'eau, ils vont tous éclore. 80% vont éclore. C'est pas parce qu'ils ont 2 mois d'avance qu'ils vont pas... 2 mois de retard qu'ils vont pas éclore. Voilà, donc là on voit, là c'est un petit truc, il séchait, il y avait 31 grammes, il sait que dans... Je crois que c'était dans 1 gramme, il y a un œuf, un truc de journée, il savait qu'il y avait 30 œufs. Là, comme il faisait. Et là, c'est mélangé avec quelque chose dans le sac, là, les œufs. Ouais, c'est de la tourbe. En fait, c'est de la tourbe qui est, en fait, pour avoir le bon dosage de l'humidité, il faut donc les tremper, tu les sors,
avec ta main, tu serres, et quand il n'y a plus d'eau qui tombe, c'est-à-dire que c'est bon, elle est trempée comme il faut. Et après, tu récupères ça, tu mets dans le sachet, tu le fermes, et t'attends. Et les œufs sont mélangés à la tour, quoi. Et les œufs sont mélangés à la tour. D'accord. Tu les écrases pas. Ah, les œufs, mais les œufs, tu peux faire ça. Hein. Bon, tu vas pas les plaquer comme ça, mais tu vas poser dessus, tac, et tu les récupères, tu peux les prendre. Tu peux les manipuler au dos, hein. Tu peux les prendre comme ça, sans souci. Ah, c'est mou quoi, c'est un peu. Bah, c'est mou, et en même temps, c'est dur, quoi. C'est assez dense. Après, une des particularités aussi de l'œuf, c'est qu'il peut. Moi, j'ai eu ce problème-là avec une des activations que j'ai fait. À un moment donné, je les ai retrouvés tout ratatinés, les œufs. C'était une pièce, quoi. Tu sais quoi, c'est foutu, quoi. Et je les ai rehumidifiés, hop, ça s'est regonflé et ça s'est quand même développé. Pour dire quand même, ça va vraiment. Un œuf, ça respire. Ouais, mais je pense qu'ils arrivent. Alors, il doit y avoir l'humidité qui s'évapore vraiment, donc ça sèche vraiment, mais quand même, il a réussi à survivre à ça. Donc c'est assez impressionnant quand même. C'est fou. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, si je disais les espèces qu'il a découvertes, hein, c'est encore une des espèces qu'il a découvertes. Voilà. Donc en fait, je voulais parler aussi du Kili Club de France, mais les Kili Clubs du monde entier, parce qu'on en trouve partout des Kili Clubs. Il y en a, les premiers ont été bien sûr en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a au Brésil, au Bolivie, en Argentine, il y en a en Chine, il y en a partout. Et tous ces gens-là font l'effort de vraiment conserver les espèces. C'est vraiment l'objectif de ces clubs. Ils veulent. Il y a quand même 800 espèces, et c'est 800 espèces qui sont vulnérables. Parce qu'il y a ces 800 espèces, on les retrouve vraiment à un certain point, un certain lieu, et on ne les trouvera pas ailleurs. Donc voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des échanges entre eux. Hein. Je vois donc Pilet, lui, ses premiers contacts, il les a eus parce qu'il y a un Kili Club au Brésil, ou un autre en Bolivie, et grâce à ça, il y a des échanges. Donc, mais ce gars-là, c'est un scientifique, c'est son. Ah non, pas du tout. Alors, pour vous dire l'histoire, hein, ce gars-là, en fait, il était comme nous, il était jeune, il a voulu faire un peu d'accord avec lui, il s'est toujours intéressé au Kili, en fait. Il a eu sa femme, ses enfants, donc il a arrêté, il a travaillé, voilà, il a passé toute sa vie dans la miroiterie. Et à ce moment-là, sa passion, lui, c'était les ULM. Donc il faisait que ça, en fait. Il arrive à la retraite, il s'est dit, bon, peut-être falloir que je fasse quelque chose quand même. À part les ULM, ça devient dangereux, faut que j'arrête. Et puis il dit, bah, pourquoi pas retourner à ma première passion, qui est le poisson. Et à ce moment-là, il a commencé à développer ses poissons, aller voir le Kili Club de France. Puis il y a une conférence un peu comme les Cyclidés tous les ans, où ils se retrouvent tous ensemble, il y a des concours, il y a des échanges, voilà, c'est une course. Et il s'en est passionné réellement. Et petit à petit, il a commencé à faire des voyages, il y allait tous les ans, rencontrer des gens, à vraiment développer le truc. Et maintenant, c'est devenu un des grands spécialistes. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait, hein. Ça doit faire peut-être plus d'une dizaine d'années quand même qu'il fait Kili. Mais c'est vraiment, il est hyper spécialisé, quoi. Mais c'est pas un scientifique, mais c'est comme tout le monde, je veux dire, comme nous, on trouve tous les jours, pas tous les jours, mais avec une espèce donnée, on arrive à trouver des petits trucs, lui il a trouvé un petit truc, il va discuter avec quelqu'un, il fait à fur et à mesure, il va peaufiner en fait son petite vache. Mais en fonction de ça, moi je vois par rapport aux oiseaux, par exemple quand tu vois un oiseau, machin, panique, t'as des scientifiques qui te disent oui c'est bien ça, oui c'est pas ça, oui c'est déjà il doit y avoir Là, c'est pareil déjà. avec Bah, par si exemple tu veux... pour les noms en latin, des choses comme ça, comment ça se passe? Bah déjà t'as les éthologistes qui vont eux vraiment voir quelles sont les variétés qu'il y a. Après t'as les scientifiques, donc t'as des bases de données, hein. Je vois par exemple le musée naturel des sciences naturelles de Paris qui eux ont une multitude d'espèces, hein, parce que quand quelqu'un va pêcher un poisson qui ne sait pas ce que c'est, il va le mettre dans le format, il va l'expédier là-bas. Il y a pas les spécialistes, ils vont compter les nombres de dents, le nombre de nageoires, pas le nombre de nageoires, mais le nombre d'épines, ils vont compter ça et ils vont savoir, bah voilà, c'est une espèce, donc ça rend dans ce genre-là, c'est probablement une espèce qui est donnée qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et après, dans ce nom-là, ils vont donner un nom. Mais il y a plein d'espèces, tous les SP par exemple. Là, tous les SP, c'est des espèces qui sont nouvellement découvertes, ou qui sont anciennes, hein, mais qui n'ont pas encore eu de nom. Voilà. C'est marqué SP sur SP, les ouais. espèces. Species, espèce ça veut dire. Et quand ils changent de nom? Quand ils changent de nom, alors comme il y a eu le cas, hein, c'est parce qu'on se retrouve avec un fruit. Au bout d'un moment, on trouve par exemple 10 espèces. On va dire plutôt 10 poissons d'une famille, voilà, on va leur donner le genre, donc 10 genres. Et d'un coup, on se retrouve avec 20 autres espèces. Et bien là, ça devient un bordel parce qu'il y a des espèces qui vont assembler, qui vont être entre deux genres, donc il va falloir redonner un autre genre. Et à partir de ce moment-là, souvent, on va tout modifier, on va tout refaire. Parce que c'est jamais.
c'est jamais défini, hein. C'est possible que là on parle Spaghetti, c'est tout ça, mais peut-être dans 10 ans ça aura complètement changé de nom, hein. Il y aura peut-être un autre nom. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Comme tu dis, c'est compliqué. Mais après, donc on découvre beaucoup d'espèces, et il y a encore beaucoup d'espèces qui vont être découvertes. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... il n'y a pas beaucoup de spécialistes vraiment qui est capable de dire tiens, ça c'est vraiment cette espèce-là, cette espèce-là, cette espèce-là. Au Brésil, il y a Costa, donc lui c'est vraiment, il est très pointu, il connaît vraiment bien toutes les espèces, il n'y a que lui, on va dire, en Amérique du Sud. Après, c'est souvent des gens comme nous, hein, qui connaissent bien les espèces, je veux dire, comme le discus, ou quelqu'un est capable de dire tous les variétés de discus, d'où il vient tout ça, c'est pareil, il n'y a pas de scientifiques réellement qui font ça. Après, c'est des généralistes, des scientifiques généralistes qui vont dire bah voilà, il y a tant de rayons, tant de machin, voilà, ça doit se classer par là, mais il n'y a pas de spécialistes. Exactement. Voilà. Donc après, on voulait parler aussi de la reproduction, c'est quelque chose quand même d'important. C'est souvent l'aboutissement, et ça fait partie de la réussite du poisson. Comme je disais tout à l'heure, c'est des espèces qu'il faut qu'on sauvegarde, donc du coup c'est important de passer par là. Donc, et puis c'est ce qui est marrant, parce que je pense que le kili n'aurait pas l'intérêt qu'il a maintenant sans cette reproduction qui est vraiment particulière. Donc en fait, il y a deux types de reproduction, on va dire, ou deux façons de les faire reproduire. La première, c'est les MOP, donc c'est pour un petit peu tromper l'animal, c'est pour lui montrer que c'est pour lui faire croire que c'est une plante, et puis pour nous, c'est quand même plus facile à collecter. Donc le poisson va aller dedans, va pondre, et les œufs sont collés, on récupère soit les œufs, soit complètement le MOP, et on va les incuber dans un autre bac. L'autre solution, c'est de le faire avec de la tourbe. Donc il suffit juste de prendre un petit boc, un récipient, ouais, tupperware, le lester avec des cailloux, qu'on met à l'intérieur. On va mettre une boîte avec de la tourbe humide, et on va faire un trou dans la boîte pour éviter que la tourbe aille partout dans l'aquarium, parce que la tourbe, voilà, ça peut partir partout. Donc voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le poisson va pondre. Là, tu peux retourner. Instinctivement, le poisson. Avec cette mode de reproduction, on va éviter d'avoir du sable. On ne va pas mettre de sable dans l'aquarium, on va mettre un corps nu, on va éviter de mettre trop de plantes, et comme ça, il va être obligé de pondre dans son support. Donc du coup, ils vont pondre dedans, les deux vont aller dedans, ils vont s'y mettre, et ils vont pondre et ils vont ressortir. Donc voilà. Alors, donc là, on voit les œufs. Hein. C'est gros, hein? Ouais, c'est assez gros. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est assez gros. Donc vous verrez tout à l'heure. Hein? Il pompe dessus, à l'intérieur. Alors là, c'est. Bon, là, on va vite, mais après l'étape, donc l'étape qu'on a vue tout à l'heure, la petite boîte, là, donc on va collecter les œufs, on va sécher la boîte, et souvent, on va les chercher, les œufs. Donc on va tous les chercher, parce que souvent, bah, là, on voit, c'est une grosse boîte, si on mettait tout ça en sac, ça serait un peu compliqué. Donc du coup, on va les chercher. Et après, on va les collecter donc, dans un petit sachet qu'on va mettre bien refermé pour que l'humidité reste dedans. Quand même. On va les mettre au sec. Et avant de les incuber, on va les mettre en fait dans un. C'est une technique, il y en a plein de techniques, mais ça, je pense que c'est la mieux, la plus facile. C'est qu'on va récupérer la tourbe, le sac, on va l'ouvrir, on va tout trier, on va récupérer les œufs, la tourbe, on va la récupérer, on va la mettre au fond, hop, et tous les œufs qu'on a récupérés, on va les poser. Juste les poser, à quelques centimètres d'intervalle. Comme ça va, dès qu'il va y avoir, parce qu'il y en a certains qui vont pourrir, ce qui est logique, ils ne sont pas féconds, ou il y a une mycose, donc ça va être facile de les récupérer et de les mettre à la poubelle. Parce que le risque, ça va très vite. S'il y en a un, par exemple celui-ci, pourri, dans une journée, les 3 autres là vont pourrir, et après, voilà, c'est réglé. Donc du coup, il faut qu'on les récupère très vite. Et après, en même temps, on voit l'évolution, parce qu'il y a une évolution, on voit vraiment, pas à l'œil nu, mais presque. Donc voilà comment on fait. Après, ce récipient, on va le mettre à un endroit pas trop chaud, ça sert à rien de chauffer, hein, un endroit de température ambiante, et ça va se développer. Après, tout va dépendre des espèces. Il y a des espèces qui vont aller très vite. Au bout de 2 mois, c'est bon, c'est réglé, on peut les mettre dans l'eau, parce que faut savoir qu'une fois qu'on verra l'embryon dans la... Tiens, tu peux le passer. Bon. Là, c'est encore une autre façon de faire, après, de comment... Donc voilà, les embryons, enfin. Là, on voit, ils sont pratiquement éclats. On voit... En fait, c'est simple, dès qu'on commence à voir la rétine de l'œil comme ça, là, on est vraiment très près de l'éclosion. Et on voit à l'œil nu. Quand on regarde l'œuf, même à l'œil, on voit tout de suite la rétine du poisson. Toute l'incubation se fait à sec sur la tour. Toujours. Ouais, ouais, mais sec, c'est sec, enfin, un peu humide, quoi. Oui. Mais à sec, quoi. Comme des graines, moi ça me fait penser un peu à des plantes. Voilà, donc là on voit, ça un peu moins avancé. Là.
L'œuf que je vous ai ramené là, c'est à peu près à ce stade-là. Et donc il y a à peu près encore au moins 15 jours, 3 semaines de voir un peu plus d'incubation encore. Donc il y a le temps, il faut être patient. Hein. Et il peut y avoir plein de choses hein, qui peuvent arriver aussi. Chaque poisson a du temps d'incubation. Ouais. Ah, il y a une petite tête qui est sympa. Ouais, en fait, ouais, Kili africain, pareil. Après, on va retrouver des annuels donc, en Amérique du Sud. Donc, on retrouve aussi en Afrique. Donc, tous les autobranchus. Ouais. Et là, c'est pareil, ils vont avoir des temps d'incubation qui vont être différents des espèces d'une autre. Et on peut aussi incuber donc, des non annuels, donc des poissons qui sont, on va dire, qui peuvent pondre dans l'eau et les œufs peuvent se développer dans l'eau. On peut également sortir les œufs. À une époque, je faisais des pseudo-épiplatines, donc c'est un petit kili aussi africain, et je m'obstinais en fait à les faire reproduire dans l'eau, et j'avais énormément de pertes. Peut-être sur 100 œufs, si j'avais avoir 10 petits, je suis déjà content. Et maintenant, avec la méthode que j'ai découvert là, je pense que si je les sortais de l'eau, j'aurais peut-être bien 90% de réussite. Donc on voit l'importance quand même de sortir les œufs de l'eau. Et je voulais parler de ce petit bouquin, le Kili Club de France, donc c'est quand même une association qui est quand même assez vieille, hein, elle n'est pas trop récente. Je me suis abonné parce qu'on s'inscrit, on est adhérent, mais aussi on reçoit un petit bouquin tous les 2 mois. Et quand on s'inscrit, on a ce petit bouquin-là sur les kilis, sur la maintenance, la reproduction et l'élevage. Ça explique un peu tout, hein, il est vraiment bien ce bouquin. C'est un généraliste, hein, mais ça marche très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans les dernières pages, ils vont répertorier un peu toutes les espèces qui ont été découvertes. Ils mettent la difficulté et ils mettent le temps d'incubation. Si c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça donne une aide aussi. Donc c'est un bon petit bouquin pour les gens qui veulent s'investir dedans. Voilà. Donc après, donc je vais vous montrer aussi que c'est peut-être des variétés qui se... Non, tu peux vous montrer l'image derrière avant là, celle qui était avant, ouais. Celle-ci là. Là on voit bien en fin de compte, c'est une autre méthode. Donc là c'est pareil, c'est un grand tupperware. Et on ne met pas beaucoup de tours pour l'éviter parce que quand le poisson va aller pondre dedans, ils vont foutre un bordel, pas possible, hein, ils vont se retourner, et ça évite que la retourne remonte trop. Et là, ça a été fermé, et là on voit, hein, donc, le couple va aller pondre, hop, ils vont dans ce bocal-là, et ils vont commencer à aller dedans, on voit, ça en met partout. Et là, la femelle, on voit juste sa petite tête, là, elle attend que le mâle parte pour pouvoir sortir. Voilà. Ouais, tu peux retourner beaucoup. L'autre particularité aussi, c'est comme ils ont des temps de survie qui sont pas très très longs, ils vont tout faire pour aller très très vite, grandir très très vite, donc ça grandit très vite. Donc là on voit, donc c'est une espèce qui est assez difficile, comme assez délicate. Donc là par contre l'éleveur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout mis sa tourbe dans l'aquarium. Et il a cherché à comprendre, il a tout mis dedans, il a mis en eau, et les petits sont nés dedans et vont se développer dans l'aquarium. Après, dans certaines espèces, il faut aussi séparer les petits parce qu'ils s'en mettent. Ça ne dérange pas de s'en mettre sur la tronche. Ouais, ils se mangent. Il faut faire attention aussi parce qu'il y aura toujours des poissons qui vont avoir une croissance plus rapide que les autres. Et ça, il faut vraiment les séparer. Ils sont vraiment capables de manger les tout petits. Donc, c'est important de les séparer. Voilà. Mais dans la vie, d'une mare au Brésil, ça se passe comme ça? Ah, c'est pareil, c'est la guerre. Hein. Parce que. Dedans, il y a des libellules qui vont manger les alouins. Parce qu'une mare, ok, ça rappelle les chefs de la mare. Je veux dire, c'est les caïds parce qu'il va y avoir pas d'autres poissons. Mais il va y avoir des libellules, il y aura des tiques, il y aura d'autres espèces qu'on ne connaît pas dans l'eau qui sont très très dangereuses pour les poissons. Donc ils ne sont pas de cadeaux. Un petit poisson va se faire manger par son grand frère. La survie. La survie, quoi. Ouais, c'est la survie, quoi. Mais combien de fois ils reproduisent ces poissons Tout au long de l'année. Tout au long, dès qu'ils sont matures, ils pondent. Parce que ça ne va pas faire des pondes comme nous on connaît les équidés par exemple. Ils vont faire une ponde toutes les semaines, ils vont faire un gros châtel bœuf. Non, eux ils vont pondre quelques œufs tous les jours. Mais tous les jours. Ah d'accord. Pendant 6 mois. Pendant le temps qu'ils vont survivre. Par exemple, Pilat a fait une expérience chez lui. Il a un petit seau d'eau, un tonneau en fin de compte. Ouais. Et, il a récupéré donc une espèce qui est d'Argentine, donc il sait très bien c'est une espèce qui supporte des températures très fraîches. Et quand je suis allé le voir, donc c'était en janvier, les poissons venaient juste de mourir dans la main. Et je suis allé avec lui pêcher en fait les poissons pour les voir comment ils étaient. Et la femelle avant de mourir, on voyait, elle était un peu en décomposition, donc pour elle, mais c'est comme ça. Et on voyait à travers d'elle encore un gros châtel d'œuf. Il y en avait plein, il était bien 40 ans encore. Donc elle continuait même prêt à mourir, parce que je pense que là il était presque en léthargie.
ils n'arrivaient pas à se développer, mais il y avait encore des œufs, tout le temps des œufs. C'est la machine à pondre. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que à les regarder, ils sont tout le temps en train de parader, ils ont peur de rien. C'est pas parce qu'on en regarde, c'est comme certains poissons, dès qu'on les regarde, ils vont se cacher. L'intérêt n'est pas là, l'intérêt c'est reproduire. Donc un des trucs que je trouve sympa aussi avec les kiddies, c'est que ça donne la possibilité de voyager, parce que je pense que tout passionné a un rêve quand même, c'est d'aller pêcher ses poissons. Et on a encore cette possibilité avec les kiddies, c'est comme il y a très peu d'espèces, beaucoup d'espèces, et surtout beaucoup qui n'ont pas été découvertes, de vraiment pêcher des poissons que personne n'a vu. Donc ça c'est intéressant. Et surtout que les espèces qu'on ne verra jamais, que nous, on sera les seuls à aller voir. Donc moi je trouve ça assez intéressant. C'est ce que fait aussi Didier, il y va tous les ans. Et lui ça fonctionne comme ça, enfin ce qu'il se dit, bon ben voilà, je pense que tiens, cette année je vais aller en Bolivie, hop, voilà. Je vais regarder plus ou moins où sont les zones suivant tropicales humides, si c'est désertique, machin, il va regarder, il va dire je vais dans cette région-là. Voilà. Après, il va prendre une carte plus détaillée, il va se dire voilà, ici il n'y a pas mal d'eau, il va regarder vraiment où sont les endroits où il peut trouver vraiment des espèces, il va regarder cette carte-là. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on arrive à aller sur internet et vraiment découvrir des choses. Bon après, il faut savoir que ce sont quand même des périples, hein. On va pas pêcher des poissons comme on va à l'animalerie en acheter, hein. Il faut le mériter le poisson. Donc là on voit, là ils arrivent en pleine saison de pluie. Il y a une saison aussi, il ne faut pas aller en saison des pluies, il faut vraiment aller à la fin de saison des pluies, où l'eau commence à se rafraîchir, où il pleut plus, comme ça c'est déjà beaucoup plus facile de collecter les poissons. Et on s'en comprend pas. Donc là c'est une mare typique. Hein. Ici voilà, c'est un bras d'eau, on ne s'imaginerait pas qu'il y ait un poisson dedans. Quoi. Donc après, donc là c'est une photo que j'ai prise. C'est des photos d'une on va appeler ça une mission au Brésil. Donc ils sont partis, ces scientifiques, qui sont partis collecter des poissons dans des mares. Et voilà. Donc là c'est pareil, ils ont dû découvrir 4-5 espèces. À chaque fois que tu partes, ils découvrent des espèces. Voilà, donc tu peux passer là. Et là il les conditionne dans des petits pots. Alors, les moustiquaires, c'est des qui sautent parce que c'est quand même des bons sauteurs. Pareil qu'on les a en aquarium, il faut éviter d'avoir des aquariums ouverts. Hein, parce que c'est les rois de l'évasion, ils peuvent partir sans problème. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Voilà où il faut aller pêcher quoi. Ils ont pas peur, hein. On ira là-bas, on se pose des questions. Hein. Eux, ils ont pas peur. Voilà. Donc là, c'est notre mission, c'est assez Kini Club d'Argentine. Donc ils ont la chance d'avoir aussi des kinis. Et là, ils sont partis dans la pêche. Là, c'est. Alors, si on était en Argentine, on aura des poissons dans la mare. Je sais pas si vous avez vu, mais on a plein de petites mares qui s'assèchent en été et qui réapparaissent l'hiver. Bah, c'est le principe. Donc là, c'est une façon. Pour moi, il y a très peu d'eau. On a l'impression que quand on fait pour vivre des poissons, on a l'impression qu'ils vont plutôt aller chercher des sauterelles. Quoi. Et ben non, là, c'est des poissons. Donc, il y a une autre technique. Hein. Là, ils vont prendre des filets, ils vont entourer une zone et ils vont collecter ces poissons. Alors, voilà. Après, souvent, quand ils sont plusieurs, ce qu'ils font aussi, c'est comme je disais, il y en a qui vont dans l'eau, il y en a qui vont faire le tour. Et puis, ils vont voir s'il n'y a pas des poissons qui vont sauter. Quoi. Ouais, donc une autre mare. Voilà, une autre mare. Donc après, ce que je voulais vous parler aussi, ce qui était pour moi important, et puis je pense pour plein de monde, c'est que je trouve que c'est important qu'on puisse collecter ces espèces-là et les sauvegarder. Parce que il y a énormément de déforestation, on va mettre beaucoup d'agriculture. Nous, on peut leur dire que c'est pas bien, mais nous on a fait pareil. On ne peut pas leur dire c'est pas bien ce que vous faites, les gars. C'est pas bien, mais voilà. Et c'est important qu'on puisse collecter ces espèces et vraiment les garder. Donc là on voit, en fait c'est une photo de Pilet, là il avait pêché en fait, il avait pêché des poissons là, il a revu quelques années, c'est des sojas. Il s'est dit c'est bon, l'espèce que j'avais découvert là elle est morte, elle n'existe plus, c'est fini. Donc du coup là on voit l'importance de... Voilà. Donc on sait, ce qui est important aussi c'est que nous on est aquariophiliste, on fait ça dans notre petit truc, dans notre aquarium, on est assez égoïste, hein, on met des poissons en cage quelque part, on pense qu'à nous. Des fois on peut se dire, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant de garder peut-être un petit bac à côté et de faire une espèce qui est peut-être en voie de disparition et si un jour on doit la ramener au moins, je sais pas. Après, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que c'est quand même démesuré. Hein.
quelqu'un qui va acheter un terrain là-bas, c'est pas 3 hectares. Nous, déjà qu'on va acheter une maison à 1000 m², on se dit que c'est bien. Là, ça fait 25 500 hectares. Donc on voit le truc, quoi. Ça fait, je sais pas combien fait d'hectares Ploné au l'envers, mais... Si quelqu'un veut acheter... 5887 hectares. Combien? 5887. 5887. Donc 5 fois la superficie de la commune de Plonéor, qui est une grande commune. Qui va vous faire plaisir. Donc un terrain à vendre pour faire l'agriculture. C'est qui va vous faire plaisir. Donc voilà. Donc là, maintenant, avec Internet, c'est intéressant aussi, grâce à Google Earth, on peut vraiment voir des points stratégiques. Et on peut vraiment aller voir. Je sais que Didier Pinel, lui, s'amusait à aller sur Internet avant de partir voyager et regarder un petit peu tous les endroits susceptibles de pêcher. En fait. Et c'est derrière une fois, il avait raconté une histoire, il était parti en Bolivie, il faisait presque nuit, donc la Bolivie, il faut pas. Bon, c'est un pays assez sûr, mais il faut éviter quand même d'être de la nuit. Voilà, on n'a rien pêché. Et lui, il avait dans sa tête, il avait vu un endroit sur Google Earth, justement, il disait peut-être là, c'est peut-être intéressant, je vais tout faire pour essayer d'y aller. Hop, il envoie ses gars avec lui, parce qu'ils partent jamais tout seuls, ils sont toujours une équipe. Hein. Ils sont 4, 5, plus des locaux là-bas. Ils partent, et il disait, on a déjà eu du mal à trouver la route, on a réussi à la trouver, hop, on part. Et là, je passe devant un endroit. Hop, un endroit, ça semblait intéressant, il va monter la pampas, ça semblait un petit peu humide, dans un vallon. Il dit, bon, je pars pas de ça, mon équipe, hop, je continue tout droit, j'ai les gars sur la tête, et puis il continue tout droit, et là il trouve rien, puis non, on retourne. Il fait le demi-tour, et il revient. Ils vont pêcher, et ils découvrent 3 espèces dans ce marin. Alors, un endroit qui était normalement... s'il n'avait pas vu, en fait, sur Google Earth, quelques mois avant, qu'il y avait de l'eau là, il serait passé devant, il ne serait jamais douté. Donc c'était important aussi de faire la démarche, cette démarche avant. Donc voilà. C'est faux pour montrer qu'il y a quand même déforestation. Alors, on parle beaucoup de déforestation, mais c'est pas vraiment la déforestation qui est dangereuse. C'est surtout ce qu'on en fait après derrière. Parce que s'il n'y avait pas l'élevage intensif, bah, la forêt reprendrait son chemin et recoloniserait. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt l'élevage intensif qui est dangereux. On voit avant, bon, c'est belle forêt, après, un peu moins. Quoi. Et là, on sait très bien que ça ne repoussera plus jamais. Donc, quand j'étais donc à Cognac, visiter l'élevage de M. Pilaire, il m'a proposé d'aller avec lui pêcher des animaux aussi annuels dans notre région, qui sont des nourritures vivantes. Donc je suis parti avec lui dans des petites mares, pêcher ce qu'il y avait, donc il m'a montré un peu ce qu'il y avait. Donc ce sont en général des animaux qui sont pareils que nos poissons, que les poissons, on va la trouver qu'une période de l'année dans les endroits temporaires. Donc là par exemple, juste une flaque d'eau peut être amenée à être pêchée pour trouver des daphnées. Donc là on a pêché dans cette mare-là, il n'y a pas de poissons. C'est une grande mare, il y a très peu de végétation. Et on a pêché, on a récupéré pas mal de daphnées. On voit, là c'est notre mare à temps, mais tout ce qui est là, c'est de la nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'il nourrit rien d'autre qu'à la nourriture vivante. Il donne pas de... Mais voilà, parce qu'il est habitué ses poissons à manger comme ça, mais lui ça le fait rire d'aller pêcher les daphnées. Il pourra s'adapter. Donc du coup, s'il m'a donné des poissons, il m'en a donné quelques-uns. Et en rentrant là-dedans, j'avais un peu peur, je me suis dit, bien, s'il faut que j'aille chercher les daphnées, ça va être rigolo, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer autre chose. Et on a cette chance quand même, c'est que c'est des morphales. Comme ils savent qu'ils ne vont pas vivre longtemps, il faut qu'ils mangent, ils ont un tempérament quand même assez costaud, donc ils ont mangé tout de suite du congelé.